Et bonjour à tous et bienvenue dans ce Time Out du 11 octobre, votre podcast préféré sur le sport. Bonjour Guillaume. Bonjour Jules, et alors cette semaine nous allons parler, alors notre focus de la semaine ce sera, la semaine dernière on a fait les previews de la conférence Est, cette semaine on fait la première division, la conférence Ouest. Ouest, évidemment. Après l'enquête de la semaine, cette semaine sera... On va parler du tremblement de terre qui agite un peu, qui a agité toute la semaine la NBA et la Chine. On va revenir là-dessus un peu en détail. Ensuite, nous irons sur le débat de la semaine et le gros merdier à Lyon. Le gros merdier qui peut se transformer en bonne chose ou en très mauvaise chose, Voilà. Au niveau de l'entraîneur évidemment. Voilà, le changement d'entraîneur. Et enfin, l'info en bref. Les petites infos de la semaine, Voilà. des petites choses à dire. On parlera de tout ça. Allez, ça commence. Time out. Alors, la conférence Ouest, donc 15 équipes comme à l'Est, 3 divisions. Et on va tout de suite commencer par le bas. Par notre 15e place, je crois qu'on a la même. Je crois qu'on va a aller la voir même. les ours de Memphis. Les fameuses Les ours. fameux ours de Memphis. La seule ville qui est à l'Est. Qui est à l'Est, mais complètement à qui joue l'Est. Oui. Donc bon, voilà. Donc les Memphis Grizzlies. Qui ont déjà eu une saison compliquée, voire très compliquée l'année dernière. Cette année, l'année dernière, 33 victoires. Moi, je les mets 15e avec 22 victoires, moins 11. Moi, je les mets 15e avec 24 victoires. Tout simplement, ils perdent sur 2 ans leurs 2 meilleurs joueurs. Même sur un an, Sur c'était un an. l'année dernière. Oui, enfin, ils ont joué un petit peu avec. Ils viennent de perdre donc l'histoire de la franchise, Mike Conley et Marc Conley. Gasol. Donc déjà, quand le meilleur joueur de l'histoire de sa franchise est Mike Conley, ça se sent pas bon pour la franchise. Non. Même si c'est un très bon joueur, mais bon. C'est une franchise qui est relativement récente aussi. Oui, et merdique. Oui. Qui est d'abord Plus été, merdique que récente d'ailleurs. d'abord été à Vancouver pour finir à Memphis. Notable, on a quand même, t'as quand même eu le deuxième choix de la draft. Ja Morant, Deuxième choix de la draft, tu prends la hype Ja Morant, donc un meneur. Dynamite, Voilà, ball handler, qui va avoir ce qu'il peut faire. qui monte au cercle, voilà. qui est puissant. C'était du coup une nécessité de enlever Conley, parce qu'on ne Ah pouvait oui. pas mettre Ja Morant en backup. Ensuite, cet été, tu as re-signé la grosse Jonas. Oui. Le pivot lituanien, Les bonnes mains. L'année dernière, la deuxième partie de saison à 21 points de moyenne, il était solide. Donc tu l'as re-signé à 15 millions l'année. C'est cher quand même. Bon, ça va, sur 3 ans. Moi, je trouve qu'il est vachement surcoté. Alors, je sais pas si on le met dans les arrivées ou les départs, mais il y a Dwight Howard qui est venu juste histoire de. Il va faire un petit coucou. Bon, il est même pas venu. Hein. Comme Iguodala, on sait pas vraiment. Iguodala, on sait pas vraiment. Et donc, Iguodala qui vient des Warriors, qui a été coupé aux Warriors. Ouais. Et donc, on va dire l'attraction de Memphis, ça va être du coup l'axe 1K, donc Ja Morant, et l'année dernière Jaren Jackson qui a quand même montré de belles choses. On va voir comment tout ça se développe avec autour du Jay Crowder, du Kyle Anderson. T'as signé Tyrese Jones en backup Oui. MM du Minnesota. Et ils ont récupéré des Suns aussi, Ah oui, Josh Jackson. voilà, celui qui frappe. Oui. Tout le monde. Donc lui, d'après moi, on est sur encore un haut choix de draft qui ne fera jamais rien en NBA. À voir. On passe au 14. On passe au 14. Je sais pas si on a le même. Moi j'ai les Timberwolves du Minnesota. On n'a pas le même parce que moi j'ai une chute vertigineuse. Le Thunder d'Oklahoma. C'est pris un Ah, le éclair Thunder. dans la tronche. Est-ce qu'on parle des teams ou du Thunder? Allons pour le Thunder. Allons pour le Thunder. Alors le Thunder, si vous vivez dans une grotte et que vous n'êtes pas au courant, le Thunder a eu un petit été un peu agité. Léger. Voilà, t'as perdu tes 2 franchises. Hein. Donc trade de Paul George aux Clippers. Tu récupères dans la balance Dario Gallinari. Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander, Mike Muscala, 3 paires de Knacky et du tour de draft. On peut savoir quoi en foutre jusqu'à. Ouais, il est blindé de tour de draft. Moi. Ah là, oui, là c'est bon, là t'as du tour de draft. Et après tu t'es dit, ça suffit pas. Ouais. Autant aller jusqu'au bout du nettoyage. Et donc t'enlèves Russell Westbrook. Mister triple-double. Voilà, Mister triple-double. Alors vu le contrat qu'il avait, il fallait soit faire beaucoup de joueurs ou. Soit récupérer un contrat de merde aussi. Voilà. Ce qu'ils ont fait avec Rio. Personnellement, je ne comprends pas ce move. Parce que du coup, tu récupères Chris Paul, qui a un contrat de merde, mais qui est quand même actuellement moins bon que Westbrook, Chris Paul. Plus vieux, moins bon, Voilà. et qui a un contrat de merde. Voilà. Et on connaît dans le vestiaire, Chris Paul, c'est pas forcément
Bah, la même chose. Ouais. Du coup, bah, je sais pas trop où tu vas. Pour moi, tu vas dans le mur. Hein. Bah oui. J'en ai 23 victoires en moins. Parce que, bah, d'après moi, Chris Paul, bah, ils vont essayer de le trader dans l'année. Ils vont essayer de trader Steven Adams aussi, mais bon, les deux ils ont un petit contrat à 25 millions l'année. Oui, et puis il faut voir le début de saison qu'ils font. Ouais, oui, mais après. Steven Adams. Pour moi, ils en ont rien à branler cette saison, surtout. Ils vont bazarder la saison comme pas possible, et le but là, c'est d'avoir un bon choix de draft, c'est d'essayer de refiler Chris Paul. Ils veulent refiler Chris Paul à Miami. Miami est pas trop chaud. Ouais. Ils ont pas envie de lâcher. Un gros contrat pour récupérer. Ouais, ils ont pas envie de lâcher Dragic et leurs jeunes en fait, parce que le Thunder demande Bam Adebayo, Tyler Hero, donc c'est leurs jeunes. Leur rookie. Ils ont pas envie de les lâcher. Donc à voir comment ça évolue, mais c'est quand même. Bon, tu vas avoir un 5 normalement, Chris Paul, Shall Gilgeous Alexander en 2-3. S'il revient de blessure, André Robertson. T'as Gallinari en 4 et Adams en 5. Sur le papier, c'est pas dégueulasse. En backup, t'as du Terence Ferguson, Mike Muscala, Nerlens Noel. Je viens de voir qu'il y a Eric Morland dans le roster. Alors là, voilà. Voilà, alors lui, Un petit tour et puis il s'en va. on sait pas trop d'où il sort. Donc bon, personnellement, ça envoie pas du rêve. Donc toi, tu les mets 14e à 26 victoires. 26 victoires. Moi, j'étais plus gentil, je les mets 12e à 33 parce que sait-on jamais si tu commences T'en l'année. mets beaucoup en plus, du coup. T'en mets 7 de Oui, plus. oui, oui, parce que on sait pas, avec un peu de chance, un Chris Paul qui s'investit un petit peu, des victoires par-ci par-là, Qui se mais blesse c'est pas. sûr qu'il se blesse pas aussi. Je peux pas dire ça. Hein. Steven Adams qui tourne à 15-16 points, bon, c'est des petits signes d'espoir, même si OKC va probablement tanker finalement. Bah, le tanking n'existe plus en NBA. Oui, c'est Mais vrai qu'avec la nouvelle loterie. ils vont en tout cas normalement être dans les top 10 à la draft Oui. la saison prochaine. Bon, certains y croient hein, à l'exploit du Thunder, Ah bon. mais bon, oui, des fans du Thunder Ah oui. qui pour pas rager sur le départ de Westbrook disent non mais on sera en playoff. Bon, alors on vous invite à regarder les autres équipes de la conférence. Donc moi du coup je les ai 12e à 33 victoires et toi tu les as donc 14e Ouais, à 26. à 26. Moi en 14e donc j'avais les Timberwolves, est-ce que tu les as? Ouais, du coup j'ai des 12e. Tu les as 12e, bon bah alors c'est l'occasion d'en parler. Alors, les Timberwolves. Bon, les Timberwolves, moi je suis vraiment pas emballé, je n'aime pas forcément cette équipe. Surtout depuis Kevin Garnett, ça fait à peu près 15 ans. Les Timberwolves, c'est un peu. Il y a pas eu une grosse intersaison. Hein. C'est un peu on prend les mêmes, on recommence, on avoue un contrat pourri. Andrew Wiggins. Oui. Je pense qu'il va faire un jour quelque chose de sa carrière, ceux-là. T'as Jeff Teague qui est dans sa dernière année à 19 patates. Carl Anthony Towns, toujours au Ouais, poste. Carl Anthony Towns, ça c'est ton franchise quand même. Un très bon franchise player, mais qui est vraiment esselé. T'as Robert Covington qui était venu l'année dernière dans le trade Ah oui. avec Jimmy Avec Jimmy Butler. Butler. T'as lâché Dario Saric pour monter à la draft. Donc tu lâches Dario Saric et Tu tu l'envoies aux prends, Suns. ouais, tu prends du coup le pick des Suns. Donc tu prends Jared Calvert à la draft. Donc c'est un 3 athlétique. En pré-saison, là j'ai vu, il a mis 19 points cette nuit. Bon, Ah, Contre bon. c'était une équipe chinoise, non, les teams qui jouaient. Bah non, ils jouaient les Warriors cette nuit. Ouais, il jouait les Warriors. Donc à voir, mais ça me paraît très très juste. Moi j'aurais mis 34 victoires, donc 2 de moins que l'année dernière, parce que pour moi la conférence s'est améliorée et eux, pas vraiment. Il y a quand même des grosses interrogations sur cette équipe. C'est pas dit que Andrew Wiggins finisse la saison là-bas. Oui. C'est un peu comme OKC, il peut avoir un coup de balai là-dedans à l'intersaison. Carl Anthony Towns qui en a peut-être marre d'être dans une équipe de merde. Et on dit, il pourrait demander son transfert. Bon, après, il est pas en position parce qu'il est en contrat sous 5 ans Oui, encore. Mais pas trop de moment, mais c'est bon. plus compliqué. Mais bon, toi, je sais pas. Moi je les ai à 28 victoires pour, bon c'est beaucoup moins quand même, mais pour les mêmes raisons, la rotation qui est quasiment... qui fait pas rêver, qui va pas mettre trop de points, c'est pas la rotation qui te fera gagner des matchs. Non, mais je pense pas que t'en fasses perdre non plus. Tu vois. Et puis oui, la conférence s'est largement améliorée et à leur niveau, c'est-à-dire dans le fond de conférence, que ce soit les Suns, les Mavs, les Kings, tout ça, se sont eux aussi largement améliorés. Voilà, je les vois pas aller beaucoup plus haut que 30 victoires, on va dire.
Ouais, bon, on est sur un plafond, je pense. Moi, je les ai mis à 34, je suis un peu plus optimiste, parce que je me dis qu'ils ont quand même du talent dans cette équipe. Il y a du talent, c'est indéniable, mais peut-être du talent gâché aussi. Wiggins. À voir. Andrew Wiggins, oui, enfin là, du talent, il faudrait qu'il se mette au boulot, peut-être. Ouais. En 12ème, on a les mêmes, du coup. 13ème, on n'a pas fait le 13ème. Est-ce qu'on va dans l'Arizona? Je pense qu'on va dans le désert de l'Arizona. Dans le désert de l'Arizona, dans le désert de la NBA depuis des saisons. Voilà. L'éternel 15ème de NBA. Qui ne sera pas 15ème cette année. Enfin, peut-être. J'y crois. Oh, j'y crois. On les a mis 13ème. Hein. Oui, bon. Mais on parle bien sûr de Phoenix, des Suns. Des Phoenix Suns. Qui ont eu, pour une fois, une intersaison intéressante. Très intéressant. Il te manquait un meneur, t'as pris Rubio. Pas trop cher. 16 millions l'année. Tu vas pouvoir enfin faire jouer Devin Booker en vrai 2. Voilà. T'as signé Kelly Oubre. Qui est très bon jeune, plein d'espoir. Voilà, il a montré de belles choses à Washington. Une franchise qui est bien pour lui, je pense. Ouais. Clairement. Bah, il sera là en 3, normalement titulaire. T'as DeAndre Ayton de l'année dernière. T'as signé Kyle Korver pour venir un peu... mettre des bombinettes dans la seconde unit. Voilà. Donc t'as pris Dario Saric. Frank Kaminsky, Dario Saric. Donc là déjà t'as un poste 4 cohérent. Tu t'offres de la rotation quand même. Ouais, sérieusement. T'as Aaron Baines qui est venu. Aaron Baines. En rotation d'Ayton. Donc là t'as un effectif qui est assez profond. Et un nouveau coach. Ouais, un nouveau coach. Qui connaît bien les jeunes. Monty Williams. Voilà. On a hâte de voir ce qu'il va faire avec. Et enfin, t'as récupéré l'année dernière un contrat un peu pourri qui finit en 2020 de Tyler Johnson du Heat. Bon, moi j'aime bien ce joueur. Ouais, enfin à 20 millions l'année. Oui, non, d'accord. Je pense qu'il va jouer en backup de Booker en 2. Normalement, on devrait avoir un 5 Rubio, Booker, Oubre et Saric, Ayton, normalement. Voilà. Bon, ce qui est sûr, c'est que Monty Williams a vraiment de quoi travailler. Il a un roster qui est complet et cohérent. Et bon, évidemment, ça va pas forcément aller en playoff. Tu leur mets combien de victoires, toi? Moi, je leur en mets 29. Moi, je leur mets 31, donc on est à plus 12 et plus 10 victoires par rapport à l'année dernière. Donc on est quand même optimiste sur les Suns. Et je pense que ça peut aller plus haut que 30 victoires. Moi, je pense pas. Honnêtement, je pense qu'on est quand même sur un plafond, voir comment ça prend. Quoi. Voir comment ça prend. Est-ce que Booker... Je me rappelle, l'année dernière, tout le monde était aussi hypé par les Suns. Ayton, Booker, qu'est-ce que ça va faire? Ça a fait un nouveau coach qui a pas du tout géré l'histoire. Donc bon... Là, il y a quand même plus de cohérence qu'au début de saison dernière. Là, t'as une vraie rotation, t'as un vrai 5 avec un vrai meneur expérimenté qui a fait des playoffs. Ouais. Bon, c'est quand même plus cohérent, je trouve, ne serait-ce que juste dans le 5. Après avoir, il y a Eli Okobo, là, le petit français, voir s'il va avoir un peu de temps. C'est pas compliqué. Compliqué. Passe au 11e. Donc alors le 12e, c'était OKC, toi c'était les Timberwolves, c'est ça. Donc le 11e, moi j'ai les Dallas Mavericks. Et j'ai pareil, les Dallas Mavericks. Je les ai à 37 victoires. Moi je les ai à 39, donc à peu près le même panier. Les Mavericks qui ont signé l'année dernière dans ce trade de Porzingis. Qui ont amené Porzingis, Tim Hardaway. Qui ont immédiatement fait prolonger. Voilà, ils l'ont fait prolonger. Donc là on a hâte de voir ce qu'il va donner avec Luka Doncic. Un été assez calme, on a prolongé ce qu'il fallait prolonger. On a gardé la colonne vertébrale, plus ou moins. On a appris que Doncic jouerait meneur cette saison. Ouais, les infos. Tu signes Seth Curry, ça c'est bien. Ouais, c'est bien. Tu le signes pour 4 ans en plus. À combien? 30 millions sur 4 ans, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est raisonnable. Bien, pour mettre des tours à 3 points, c'est toujours bien. Tu signes Delon Wright, donc il sera sûrement le backup meneur. Peut-être des fois ils joueront 1-2 ensemble. Voilà. On va voir avec Doncic. Tu signes Boban. Boban, toujours efficace. Alors voilà, j'adore. Partout où il passe, c'est la mascotte. L'icône de la NBA. L'icône, voilà. Donc les Mavs. À voir comment ça prend quand même, à voir comment revient Porzingis, c'était quand même une grosse blessure. À voir comment confirme Doncic aussi, parce que c'est un sophomore. A priori, ça devrait bien se passer. C'est pas trop d'inquiétude. Mais on n'a pas d'inquiétude, mais changement de poste, plus de responsabilités, on fera plus attention à lui. Il faut que ça se passe bien aussi de ce côté-là, même si on n'est pas trop inquiet. Non. Le gamin a du talent. Le gamin a du talent. Bon, tu fais ta première saison sans Dirk. Oui, bon après dire que l'année dernière... C'était catastrophique. Bon, il joue pas beaucoup quoi. Enfin, il a bien fait d'arrêter, il a pas fait la saison de trop. Enfin, peut-être l'année dernière c'était la saison de trop. Il n'y a pas de saison de trop.
quand tu peux plus courir, oui. c'est bien triste. Hein. Mais bon, en tout cas, oui, dire que tu seras au parquet. Oui, sur le parquet de Dallas. De la salle de Dallas. Donc, son ombre au niveau de ses petits spots de shoot. On l'attend maintenant, adjoint de Rick Carlisle. Oui. Ce serait magnifique. Ce serait beau. On passe au 10e. Au 10e, qui es-tu en 10e position? Alors, moi, en 10e, je pense que j'ai une grosse cote. J'ai les San Antonio Spurs. Les San Antonio Spurs que tu ne mets pas en playoff. Non, alors voilà, depuis combien de temps n'est-ce pas arrivé? Depuis 23 ans. 23 ans. Depuis 23 ans, les Spurs sont en playoff, mais en ce moment, les Spurs, ce qu'ils visent au maximum, c'est les playoffs en fait. Donc on est sur une transition que. On n'est pas vraiment sur une transition, on est sur un entre-deux. Donc les Spurs, moi je leur en mets 600 moins de victoires l'année dernière. Ça les amène 10e. J'en mets quand même 42 victoires, donc 100 en positif. On est sur une équipe qui est très cohérente. Tu vas récupérer de la blessure de l'année dernière, qui n'a pas joué du coup de l'année, ton petit Dejounte Murray, donc gros meneur défenseur en transition. À côté de lui, tu as Derrick White qui va jouer, donc amener un peu plus de shoot, qui l'année dernière a fait de très belles choses. Oui. Après, en fait, les Spurs, faut voir où ils veulent aller, quoi. Parce que t'as ce duo DeMar DeRozan et Marcus Aldridge qui, honnêtement, il manque une troisième tête, quoi. Il manque une troisième tête, puis c'est pas un duo moderne pour la NBA actuelle. C'est pas un duo qui shoot à 3 points. C'est un bon duo, mais c'est pas un duo qui pour moi t'amène plus haut. Surtout DeRozan, je suis pas fan de ce joueur. L'année prochaine, il a une player option à 27 millions. Je suis pas sûr qu'il la prenne, hein. Peut-être qu'il aura 30 ans, peut-être qu'il va vouloir tester le marché et signer un dernier gros contrat. C'est possible, donc, ça dépend de ce qui se passe au niveau des Spurs, s'il y a du trade, s'il y a des choses encourageantes pour eux. Moi les Spurs, je les ai mis 6e avec 48 victoires. Beaucoup plus haut. Peut-être on en reviendra un peu après. Mais moi je reste dans ce principe que toutes les équipes au-dessus se sont améliorées, les équipes en dessous aussi, et toi t'as pas vraiment bougé. T'as perdu David Bertans. Bon, on s'en fout un peu. Mais t'as récupéré des Marie Carroll, Marco Bellinelli, bon ça c'est pas mal. Donc à voir ce que tu vas faire, mais moi j'ai peur. J'ai peur que ce soit une transition un peu lente. En fait, on est dans cet entre-deux qui en NBA est jamais bon. C'est un peu ce que font les Pistons depuis 5 ans. Voilà. Transition interminable. Voilà, on joue entre la 10e et la 8e place. Oui, depuis 2004 quasiment. Non, vous avez fait la 14e et la 15e entre temps. Mais voilà, donc tu joues cette transition un peu merdique, et en NBA, la transition, c'est-à-dire qu'à la draft, t'as un pic qui est entre 15 et 20. Ça permet pas un gros renouveau. Ouais, moi je les mets 6e avec 48 victoires, tout simplement parce que DeRozan peut te faire gagner des matchs, parce que c'est un 5 qui va quand même défendre, parce que tu as un coach qui va apporter une exigence, qui va forcer les joueurs à tous les soirs aller chercher la gagne, je pense. Parce que Popovic, parce que tu as un 5 qui fait peut-être pas rêver, mais qui reste cohérent, qui va forcément gagner des matchs. Et, moi je leur mets 42. J'en mets 6 de plus. C'est pas beaucoup, mais à ce niveau-là, ça change énormément en termes de place. Parce que moi, ils sont en playoff 6e. Mais oui, moi, j'arrive pas à ne pas les mettre en playoff en plus. Ça se tient, ça se tient. À voir s'il peut encore y avoir un petit move. Ce serait. Bon, je suis pas sûr, mais bon. Il manque, c'est sûr qu'il manque une troisième tête au 5. Une tête sérieuse. Moi je suis pas sûr qu'il manque une troisième tête, parce que là on est sur des duos. En NBA, là à l'Ouest il n'y a que des duos, mais pour moi c'est un duo qui est inférieur. Mais t'as un gros gap entre ton deuxième meilleur joueur et ton troisième meilleur joueur quand même. Oui, mais bon, ça aussi c'est dans toutes les équipes comme ça. Hein. Entre Paul George et Kawhi Leonard, après, c'est pas de Beverley, t'as un cap. Hein. C'est juste que c'est un duo qui a moins de talent. Par exemple, si je te dis entre Doncic, Porzingis et DeRozan Aldridge, tu prends qui? Doncic, Porzingis, ça c'est sûr. Ça se vaut, moi je pense. C'est difficile de les partager, tu vois. Mais par contre, entre un. Plus prometteur, Doncic, Porzingis. Par contre, entre un Kawhi Paul George, là, ça se discute pas. Du coup, toi, t'as qui en 10? Moi en 10, j'ai les Kings qui progressivement font leur remontée. Donc, tu les mets plus bas que l'année dernière. Ils étaient 9ème l'année dernière. Tu les mets à combien? Je les mets à 41. L'année dernière, ils étaient à combien? L'année dernière, c'était à 39. Ils progressent. Lentement pour toi. Ils progressent lentement, ils ont quand même de petits phénomènes, De'Aaron Fox, Buddy Hield, qui sont en constante progression, et cette année ça peut être leur année je pense. Du coup tu leur en mets que 2 victoires de plus. Oui, parce qu'ils vont
La conférence s'est nettement améliorée autour d'eux quand même. Ok. Voilà, ils vont perdre les matchs contre des meilleures équipes, ils vont en perdre plus contre les grosses équipes. Mais oui, lentement, ils remontent des tréfonds de la Ligue qu'on a connu il y a 2-3 ans, où c'était la pire équipe de la Ligue, clairement. Ouais. Où ils avaient que DMC qui se battait faiblement. Ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. On en reparle après. Les Kings, je les ai plus haut. Moi. Tu les as plus haut. Je les ai plus haut et il y a quand même, je trouve, une intersaison intéressante. Le problème, c'est que si on passe à la 9ème place, il va y avoir un gros débat tout de suite. Oui, alors la 9ème place. Alors moi, la 9ème place, j'ai les Pélicans. Donc je leur mets un gros upgrade. Hein. Je leur mets 45 victoires plus 12 par rapport à l'année dernière. 9ème, forcément. Quand tu parles des Pélicans, tout de suite, y a un petit gars qui était drafté numéro 1, je crois. Etwan Moore. Exactement. Etwan Moore. Donc, bien sûr, Zion Williamson. La hype absolue sur ce joueur pour cette année. Qui a déjà montré en pré-saison qu'il allait truster tous les highlights de la semaine. Ah bah, il va péter des arceaux, le gamin. Ah putain. Donc voilà, et en même temps, t'as trade Anthony Davis. Et t'as récupéré 2-3 joueurs corrects. T'as récupéré Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart. Donc voilà, tu draftes aussi. Plus le 4ème tour de draft. Kevin Hayes. Que tu rechanges avec Atlanta. Donc du coup, tu perds ton 4ème et tu prends le 8 et le 17. Donc tu prends Nickel Alexander Walker, donc un meneur. Qui est le cousin de Shai Gilgeous-Alexander, je sais pas si vous le savez. Si, je le savais. Voilà. J'ai bouffé avec eux l'autre jour. Ah oui. Vous avez mangé quoi? Des lentilles. Des lentilles. Et du coup, tu prends Jason Hayes en 8ème, qui pour moi est vraiment très très haut. Je trouve que ce joueur vraiment pas ouf. Tu ramènes du Jazz, Derek Favors, donc un taulier, voilà, pour encadrer les jeunes. Tu ramènes des Sixers, JJ Redick, solide. Voilà, en sortie de banc, ça amène des pantons, ça. Mais pareil, pour encadrer les jeunes, c'est très bien. Donc là, franchement, t'as une belle équipe. Mais pour moi, c'est court pour les playoffs cette année. J'en remets 45 et je pense que c'est le palier du haut, tu vois. Faut voir quand même, parce que bon, on a quand même toujours Alvin Gentry au coach. Donc, Alvin Gentry. La limite. Voilà. Le plafond. Le plafond, c'est un écran et c'est parti. Bah moi, je les ai à 44 victoires, donc à peu près comme toi, sauf que pour moi, ils sont en playoff. Ok. Donc il y aura du débat sur la 9ème place. Oui, les Pels, je pense que Zion va clairement faire gagner des matchs, que le roster est bon, que Lonzo Ball va montrer tu es monté à 8ème, ça? Ouais, 8ème. À 44? À 44. Ah, tu les mets pas, hein. Ouais. Historiquement, là, depuis 2-3 saisons, les playoffs, à la 8ème place, ça se joue pas à 44 victoires. Hein. Ça se joue plus à 48. Hein. Faites-moi confiance. Ouais. Mais t'es pas votre PDL non plus. Non. Du coup, 9ème, tu as qui, toi? Enfin, je le sais, mais... les Mormons qui font de la musique. Les Mormons qui font de la musique. Je t'écoute, c'est qui? Le Utah Jazz à 43 victoires. D'accord. Alors, si vous venez de faire un AVC comme moi, c'est normal. Faut savoir en toute chose que c'est une franchise que j'aime pas. Personne ne sait vraiment pourquoi. Alors, moi non plus. Alors qu'on a quand même peut-être le meilleur joueur français actuellement. Oui, mais c'est... Et tu me prenais quand même la semaine dernière que t'aimais bien le basket défensif. Oui. Et t'as même pas. Moi j'aime pas les Jazz. D'accord. Et je sais pas pourquoi ils me reviennent pas. Alors bon, certes, tu récupères Mike Conley. T'es plus le rock. Ah, je suis plus rocker. Variété française. Variété française. Le Jazz, j'ai du mal. Non, mais le 5. Par exemple, si on compare Mike Conley, t'as Mike Conley, t'avais Rubio. Bon, on est sur un upgrade. On est sur un upgrade, mais pas forcément sensationnel. Bon, tu te fous de ma gueule. Bah, attends, Mike Conley, le mec, il a quand même il a un Rubio dans chaque main. Hein. Rubio, il a un shoot très limité. Conley, il défend. Ouais, sur le shoot, c'est sûr, mais. Bah après, sur la passe, Conley, c'est pas un manche. Hein. Il est quand même meilleur marqueur et meilleur passeur de la franchise des Grizzlies. Hein. Les Grizzlies, oui. Oui, mais bon, il les a fait une passe. Oui, certes. Ah non, Mike Conley, c'est la classe d'au-dessus et qui Rubio, hein, mais très loin. Hein. Ouais, bon, dans le 5, tu chopes Bogdanovic, qui pour moi fait une saison sur 2. Bah là, il vient de faire 2 bonnes saisons aux Pacers. Quand même. Ah, c'est pour ça qu'on va faire 2 mauvaises maintenant. Ouais, bah, en tout cas, ils viennent de le signer quasiment à 18 millions la saison. Peut-être un peu cher. Moi, je trouve que c'est cohérent. L'année dernière, aux Pacers, quand Oladipo se blesse, c'est lui le taulier de l'équipe. Ouais, et il tourne à 24 points de moyenne quasiment. Est-ce qu'ils vont avoir le Bogdanovic des Pacers? On parle de Bogdan, hein, pas Bojan, le petit jeune des Kings, évidemment. Est-ce qu'ils vont avoir Non, on parle de Bojan, c'est l'inverse. Bojan, bon alors pas Bogdan, le petit jeune des Kings, évidemment. Est-ce qu'ils vont avoir le Bojan des Pacers ou le Bojan des Wiz? Non, mais là, c'est qui faisait des matchs à 0 sur 6. Une fin de saison, t'es très sévère, c'est pas le même poste. Il était catastrophique au Wizards. C'était pas le même joueur. Il était en 6ème homme, c'est pas pareil. C'était pas le même joueur.
Après, tu as récupéré Ed Davis dans la rotation par rapport pour remplacer Gobert, c'est bien. Tu as récupéré Jeff Green, Emmanuel Mudiay. Ouais. Donc là, tu as ton backup à la main. Emmanuel Mudiay, c'est correct, même très correct. Jeff Green, ça met toujours du bien. T'as pas perdu grand monde. T'as perdu Derrick Favors. Donc Exum est toujours là. Voilà. Donc toi, tu leur mets combien de victoires? Moi, je leur mets 43. Voilà. Et ils ne sont pas en playoff. Donc tu leur mets 10 victoires de moins que l'année dernière. Ouais. Déjà l'année dernière, je pense qu'ils étaient un peu au-dessus de leur niveau. Peut-être que je me trompe. Bon, voilà. Et puis autour d'eux, ça s'est nettement amélioré, alors que là, c'est pas nettement amélioré. Pas nettement. Bah, excuse-moi, t'as Bogdanovic. En 3, t'avais Jack Roder, c'est quand même pas pareil. T'as Conley, t'avais Rubio, c'est quand même pas pareil. T'as gardé ton axe Mitchell Gobert. Si, ils se sont nettement améliorés. Ouais. Tu gardes quand même un basket qui est un peu old school. Oui, ce qui est leur force. Hein. C'est un basket qui défend, c'est pas forcément. Oui, voilà. Donovan Mitchell, ça court, hein, c'est pas forcément old school. Hein. Et après, ouais, c'est des baskets de Mitchell. mais bon, ça fait saison. 2-3 saisons qui sont très bons. Hein. Alors je vois pas du tout pourquoi cette année ça marcherait pas. Je te dis ça parce que moi je les ai dans le top de la conférence. Oui, je sais. Comme Est-ce que tu nous donnes ton classement maintenant des Jazz ou on remonte? Non, on remontera tout à l'heure. On remonte tout à l'heure. 9ème, donc bon, voilà, le gros débat sur les Jazz qui pour moi ne seront pas en playoff. Donc je me mettez sur pause, vous enregistrez et on se foutra tous bien de sa gueule en avril. Vous pouvez rire, vous verrez bien, mi-avril. Alors en 8ème. Quand ils seront en mi-mai. Ouais. En 8ème, j'avais les Pélicans, ouais. 44 victoires. Et moi, du coup, en 8ème, je mets une petite cote sur les Kings. Pour moi, les Kings, voilà, les Kings, pour moi, il y a une vraie progression. Il y a de belles choses. Donc, je pense que cette 8ème place va se jouer vraiment entre Kings, Pélicans, Spurs. À combien? Je mets à 48. Franchement, historiquement, enfin, en tout cas, les 2-3 dernières saisons, le 8ème à l'ouest est au moins à 48. Et je vois pas pourquoi ça changerait. Donc, bon. Autant après, c'est très serré. Mais il y a une grosse différence entre le 8ème pour moi à l'est et à l'ouest. Donc voilà, donc t'as signé Harrison Barnes, t'as signé Corey Joseph en backup, t'as signé Trevor Ariza, Dwayne Dedmon. Donc t'as signé un peu du vétéran pour. Tu perds Willie Cauley-Stein. Oui, quand même. Entre Willie tu perds Willie Cauley-Stein et Dwayne Dedmon, c'est pareil. De toute façon, Willie Cauley-Stein, à la fin de la saison, il ne jouait plus. Oui. Voilà, donc, et t'as Buddy Hield toujours, Bogdanovic. Donc là, non, vraiment, t'as eu très bon et tu vas introniser normalement Marvin Bagley en 5. Ah oui. Donc là, t'as quand même un 5 qui est très attrayant avec De'Aaron Fox, Buddy Hield, Harrison Barnes en 4. Peut-être du débat sur qui tu fais jouer en 4. Ça peut être Bjelica, ça peut être Ariza, à voir. Et Bagley en 5, non, Marvin Bagley 3. Non, en 5. Non, mais c'est son nom, Marvin Bagley 3. Oui, exactement. Oui, il y a quand même peut-être un petit carence sur le poste 4, au niveau du starter poste 4. Après, tout dépend, tu peux faire Bagley en 4. Bagley peut jouer en 4 parce qu'il va scorer Bagley. Donc. Voilà, tu peux faire Damon en 5. Donc, non, il y a quand même. Après, tu peux aussi jouer avec Harrison Barnes en 4 et tu mets Bogdanovic en 3. Hein. Si tu joues small ball, c'est possible. Hein. Ouais, peut-être sur des. Pas starter, mais il peut y avoir des bouts de match qui passent comme ça. Ça peut finir comme ça. Super intéressant en small ball. Donc en tout cas, moi je vois du bon pour tu les as à combien? À 48, Jordan. 48. Voilà, c'est la grosse cote pour moi, les 8ème, les Kings qui sortent les Spurs. Ouais, mais voilà, moi ça me choque pas du tout parce que oui, comme j'ai dit, les Kings sont en belle progression. Mais du coup, toi, tu leur mets une progression qui est assez faible, 2 victoires. Oui. C'est pas non plus la progression de l'année. 7ème. Moi, j'ai les Denver Nuggets. Denver Nuggets, donc 45 victoires. Demi-finaliste de conférence l'année dernière. Alors oui. 2ème à l'ouest. Alors pour le coup, l'année dernière, les Nuggets étaient beaucoup plus hauts que ce qui était attendu. Ils étaient clairement au-dessus de leur niveau. Bon, après, je sais pas s'ils étaient au-dessus de leur niveau, parce qu'à un niveau, ils l'ont montré qu'ils l'avaient. Oui, non, mais je pense qu'ils jouent au-dessus de leur niveau. Ils étaient au-dessus des prévisions. Et que cette saison, que leur roster a pas tellement bougé, je pense qu'ils seront un petit peu en dessous de ce qu'ils étaient l'année dernière. Autour d'eux, ça s'est franchement amélioré. Tu leur mets combien de victoires? 45. Ouais, alors là, quand même, c'est très sec. Ouais, c'est sec. Tu leur mets 10 victoires en moins. Ouais. Là, c'est peut-être un peu bas, mais. Là, c'est pas en dessous de leur niveau. Là, ils ont récupéré qui? Ah bah, ils ont récupéré Jokic à 135 kg déjà. Oui, mais bon, Jokic aussi, il a besoin de courir. Il est obèse quand on l'a vu au Media Day. Il aura le temps de maigrir. Avec son frère qui va en prison. Globalement, ils ont pas l'intersaison, c'est dans la continuité. Hein. Ils ont quand même, il faut le noter, Michael Porter Jr. qui va jouer. Ah oui, c'est vrai.
Donc une grosse à risque, quand même des gens qui mettent des grosses attentes sur lui. Après globalement on prend les mêmes et on recommence. Bah c'est ça. Et aussi il y a Bol Bol aussi. Celui qui a perdu 55 places à la draft. Ouais. Donc bon. Moi je te suis plutôt, je suis plutôt d'accord avec toi, les Nuggets, je leur mets une descente en place mais pas en victoire. En piste noire. Voilà, pour moi, c'est pour moi les demi-finalistes de conf de l'année dernière, Blazers Nuggets, sont 7ème et 6ème, tu vois. 6ème les Nuggets et 7ème les Blazers, mais je les mets à 50 et 51 victoires, parce que pour moi ça va être beaucoup plus haut en termes de victoires à l'ouest. Hein. Donc ils en perdent respectivement 3 et 4, et donc les Nuggets, je les mets quand même une victoire au-dessus des Blazers, mais bon ça c'est subjectif du coup, parce que pour moi les Nuggets, je te suis un peu. Je pense qu'ils feront pas la même saison que l'année dernière, ou alors ils la feront, hein, mais avec quelques victoires en moins et ça s'est renforcé de l'autre côté. Par contre, du côté des Blazers, moi, pourquoi je les mets 7ème, c'est parce que quand même, t'as re-signé ce qu'il fallait re-signer cet été. T'as re-signé Lillard, t'as re-signé McCollum, t'as re-signé Rodney Hood, ça c'est très bien. Et bon, t'as Nurkic qui est quand même pété pour un bout de temps, et t'as récupéré Hassan Whiteside qui est quand même une énorme énigme. On sait pas trop on sait ce que ça vaut, mais ça fait un bout de temps que Tipper c'est délicat. Hein. C'est délicat. Oui, il a jamais, finalement, ces dernières années, il a jamais réussi à trouver. Il a pas de point fort énorme à part le rebond. Bah, si, le contre. Le contre, ouais, mais il va pas shooter. Non, après, c'est un 5 rebond contre. Hein. Offensivement, il. Pas ce que tu peux trouver de mieux. Non, mais après, c'est un gros défenseur. C'est pas Nurkic, c'est pas le même profil. Après, ils ont pris son contrat, du coup, qui finit en 2020, à 27 millions la saison. Un gros contrat, ça. Ils ont accepté de le prendre, donc ils ont envoyé en retour. Ils ont envoyé Myers Leonard, oui, en échange. Donc bon, voilà. Et tu signes des petits vétérans, Toliver, Pogazol. Des petits vétérans, on est sur du vieux vétéran. Oui, non, des vétérans, quoi. Donc qui vont venir un peu. Bon voilà, un joueur de vestiaire, Toliver qui va mettre ses 3 points en rotation. Je pense qu'il aura beaucoup de minutes, mais t'as signé à la draft Nassir Little qui a dégringolé. Et donc tu tentes le pari Nassir Little, donc à voir. Moi du coup Portland 7ème pour moi, t'as qui cette moi j'avais 6ème, j'avais les Spurs dont on a parlé tout à l'heure, et moi Portland je les ai 5ème à 50 victoires. D'accord, bah comme moi, 50, mais moi ils sont 7ème. Ouais. Bah moi ils sont à 50, ils sont 5ème. Donc on est d'accord. Oui voilà, autour d'eux ça s'est franchement amélioré je pense sur les 4 équipes qui seront devant eux. Eux ils gardent leur colonne vertébrale, leur cohérence, ils seront en playoff sans souci. Pour moi ça va être difficile de faire mieux quoi. Ça m'étonnerait d'en revoir Portland en finale de conf. Bah surtout quand tu perds Nurkic, que tu récupères un joueur qui te mettra moins de panier, qui t'apportera peut-être moins de choses. T'apportes autre chose. Quelque chose de différent. Ouais voilà, 50 victoires c'est quand même super bien. C'est bien, c'est une belle Ils saison. sont à combien l'année dernière ? 53. 53, ouais, un petit peu moins, ouais. Alors, tu es à 5ème, toi, du coup ? Ouais. Moi, 5ème, j'ai les Clippers. Les Clippers que tu mets... À 52. Alors, moi, maintenant, ça se tient en une victoire. Hein. Ouais. Ça se tient en une victoire, donc globalement... De toute façon, c'est un bordel monstre à prévoir la Voilà, ouais, de toute façon... Pour moi, le West, les 7 équipes, là, Blazers, Nuggets, Clippers, Jazz, Warriors, Lakers, Rockets, ça se tient en pas grand-chose. Donc, c'est très dur à prévoir. Donc, moi, je mets les Clippers une victoire au-dessus, à 52. Bah les Clippers, t'as quand même signé... 2 petits joueurs. Ouais, 2 petits joueurs. Hein. T'as signé Paul George et Kawhi, donc bon. Je les mets là parce que c'est des joueurs qui ont quand même tendance à se blesser. C'est vrai. Et c'est des joueurs qui ont tendance à pas faire tous leurs matchs. Mais bon, après t'as quand même gardé du très très fort. T'as toujours Louis en sortie de blanc, qui est signé à 8 millions l'année, quand même très très bien. T'as toujours Montrezarel, le petit Landry Shamet qui est toujours là. Donc non, c'est du très solide, mais c'est peut-être un peu moins profond que pour moi les équipes d'au-dessus. La rotation un peu moins envie, je vois du Moartless, Ivica Zubac, McGruder, Jamichael Green, je trouve ça un peu en dessous des rotations d'au-dessus. Mais bon, t'as quand même un Big 2 énorme. Donc moi je les mets 5ème à 52. Moi si je te parle des Clippers maintenant, moi je les ai 2ème, les Clippers à 56. Au final, il y a 4 victoires. 4 victoires au-dessus, oui, mais ils finissent 2ème. Moi, je crois au Big 2. Je crois qu'ils vont. J'espère qu'ils vont pas se blesser. Ça va défendre avec Kawhi. Paul George aussi, Paul George aussi, ça va défendre sec. Ça va gagner des matchs et ça peut être
s'il commence à se lancer sur une petite série de victoires, ça peut être vite inarrêtable, je pense. Ah bah si le Big 2 prend feu deux sur top 10 NBA. Voilà, si sur 2 semaines le Big 2 prend feu, qu'ils enchaînent, je sais pas, 9 victoires et tout. Pour moi, ça finit deuxième de la conférence, mais oui, ça se joue à très peu de victoires avec ce qu'il y a autour. Playoff sans souci, ça va être très très intéressant de suivre le match de Los Angeles cette année. Ah, ça c'est sûr. Ça va être en ouverture de la saison. 4h30 mardi soir. Enfin, pas mardi tout de suite. Hein, mais... en quatrième. En quatrième, moi j'ai les Houston Rockets à 53 victoires. Ils ont récupéré un petit joueur aussi, ils ont récupéré Russell Westbrook. Voilà, le grand ami de James Harden. Le grand copain de James Harden, ils avaient déjà joué ensemble au Thunder. Au Thunder, voilà. Là, les deux joueurs ont franchement progressé depuis leur passage ensemble au Thunder. Ça, c'est sûr. T'as quand même deux des 3 derniers MVP. Deux MVP, voilà. Et t'as pas perdu grand chose, hein. T'as Clint Capella toujours, Rick Gordon. Tu gardes ce qui fait ta force voilà. Et t'améliores. Donc à voir comment ça prend. Moi je suis dans la question, à voir comment ça prend. Oui, c'est ça, c'est qu'on a deux joueurs qui veulent du ballon, du score et besoin du ballon. Quand il faut être clutch, les deux vont vouloir la balle. C'est une certitude. Donc moi je pense qu'ils sont assez intelligents pour bien jouer à deux. Oui, et puis ils se connaissent, ils s'apprécient beaucoup, donc ça va forcément faciliter les choses. Mais c'est vrai que c'est deux joueurs qui sont pas complémentaires. Donc, ils ont besoin de la balle quoi. Mais voilà. Les deux joueurs ont besoin de la balle, les deux joueurs veulent avoir les dernières possessions, les deux joueurs veulent être le team leader de l'équipe. Non, je pense que Westbrook est assez intelligent pour venir en lieutenant Harden. Je pense que naturellement Westbrook doit être en lieutenant. C'est quand même l'équipe de James Harden. C'est l'équipe de James Harden et de toute façon... Harden est beaucoup plus clutch que Westbrook. Westbrook veut avoir aussi ce rôle de passeur parce qu'il voudra ses triples-doubles. Donc naturellement il va s'inscrire derrière James Harden. Donc c'est pour ça que ça peut bien prendre, mais ça peut aussi poser des soucis. On sait pas comment Mike D'Antoni va gérer tout ça. Bon, il va pas faire grand chose. Il va filer la balle à Westbrook Harden et puis voilà. Bon, après c'est shoot vite. Moi je suis d'accord, je pense que ça va être une belle année pour les Rockets. Moi quatrième, j'ai le Jazz, Utah Jazz. Le Jazz. À 53 victoires. Tu avais combien de victoires toi? 43. Voilà. Moi, quand t'es un peu haut, moi je suis un peu bas. Ah non, bah moi je leur remets par rapport à l'année dernière, ils sont even moi. Ils avaient 53 victoires. Ouais, mais je crois le Jazz. Donc voilà, pour les raisons que j'ai dit, pour moi il y a un gros upgrade, du coup ils en perdent pas. Non, je suis très enthousiaste pour le Jazz cette année. Tu les as combien les Rockets? Les Rockets, on en parlera tout à l'heure, je les ai plus hauts. Ah d'accord. Troisième. Moi j'ai les Golden State Warriors. Exactement, et ben moi aussi j'ai les Golden State Warriors. À 54 victoires. Tout pareil. Tout pareil. Bon déjà ils ont perdu Kevin Durant. Un petit joueur. Ils ont perdu Klay Thompson pour une grande partie de la saison. Ouais, qui devrait pas revenir avant au moins 2020. Non, après l'All-Star Game. Après l'All-Star Game, ouais. Sûr, mais c'est même pas sûr que ce soit pas juste pendant les playoffs. Ouais, avec un peu de. Donc, à voir comment il revient. En plus, il revient pour les playoffs. Il a pas joué pendant un an. Enfin bon. C'est compliqué. Donc Stephen Curry se retrouve un peu tout seul. Tu récupères D'Angelo Russell des Nets. Quand même, attends, tu récupères très bon. Tu récupères quand même D'Angelo Russell. T'as toujours Draymond Green. T'as toujours un Big Tree, on peut dire. Qui est beaucoup moins fort que le Big Three t'avais l'année dernière. Voilà, tu perds aussi quand même des Marcus Cousins. Bon, pour ce qu'il a joué. Tu perds deux icônes de la franchise. André Iguodala et Sean Livingston. C'est vrai. Les deux coupés. C'est triste quand même. Ouais. Donc Sean Livingston qui a pris sa retraite et Iguodala à voir ce qu'il fait. Qui a pris cette retraite forcée, Sean Livingston. Non, je crois qu'il a été coupé, il a dit je ne re-signerai plus nulle part, je crois. Oui, voilà, bon après, il est vieux quand même, Sean Livingston. C'est quand même une belle carrière qu'il a eu, triple champion. Voilà, et à ça, tu ajoutes, j'ai vu, t'as drafté Jordan Poole, ça a l'air d'être un bon petit shooter. J'adore Jordan Poole. Ça a l'air d'être un bon petit shooter. J'ai avec lui il y a 3 jours. En full party. Et t'as ramené Willie Cauley-Stein, voilà. Willie Cauley-Stein, ouais. T'as signé Kevin Looney. Donc bon, les Warriors, t'as toujours ton monstre avec t'as Stephen Curry. Qui a montré qu'il était chaud en pré-saison. Il peut refaire une saison comme avec leur nouveau stade. Il peut refaire une saison comme en 2015, du MVP à l'unanimité, le seul MVP à l'unanimité. Shaq qui n'a toujours pas digéré qu'il n'avait pas été à une voix près. Enfin bref, du coup, je pense qu'on est quand même sur une belle année pour les Warriors. Bah oui, de toute façon, oui. Ceux qui disent que les Warriors sont morts, je pense que c'est faux. Non, c'est complètement... On est d'accord que c'est faux parce que tu gardes ton meilleur joueur de ton histoire. Tu vas récupérer Klay Thompson pour les playoffs et puis de toute façon, pour les années d'après normalement. T'as D'Angelo Russell qui est quand même un très bon joueur. Oui, ça vaut pas Kevin Durant, évidemment.
Mais c'est D'Angelo Russell. Et les Warriors vont gagner des matchs, y a pas de souci, ils seront en playoff sans aucun souci. À moins d'un drame, si Stephen Curry se blesse demain. À moins d'un drame, c'est sûr. Hors blessure. En deuxième. Mais moi j'ai les Clippers, on en a parlé. Moi j'ai l'autre franchise de Los Angeles en deuxième. J'ai les Lakers. Ah, les Lakers. À 56 victoires. J'imagine que tu les as en premier. De James Caruso. Exactement, de James Caruso qui est maintenant un Golgoth. Bon, bah t'as signé Anthony Davis. Bien sûr, on est quand même sur un joueur. On est sur un top 10 NBA, donc t'as LeBron qui est sur un top 3. Donc t'as vraiment là un gros big two. T'as signé Danny Green, défense et shoot, ça c'est très bien. Très bien, ouais. T'as signé Avery Bradley, t'as signé Quinn Cook, donc là c'est bien. T'as signé Jared Dudley pour la cantine. T'as toujours Rajon Rondo. T'as toujours Rajon Rondo à la main. T'as signé Dwight Howard, qui fait un retour après son flop aux Lakers avec Kobe. Donc voilà, et t'as signé aussi DeMarcus Cousins, mais bon, alors là, DeMarcus Cousins, bah là, on sait pas. Propre de le revoir sur un parquet, il est blessé. Il s'est fait les croisés. Et en plus, il est dans une affaire d'harcèlement de son, d'harcèlement de son ex-compagne, donc il y a de grandes chances que monsieur DeMarcus Cousins soit coupé. Bon, c'est pas le seul GM qui est dans des affaires de merde. Non, mais là, c'est une vraie merde. Parce que là, il n'y a pas la présomption d'innocence, c'est prouvé. Donc bon, DeMarcus Cousins, on est pas sûr de le voir jouer tout de suite. De toute façon, sans les Marcus Cousins, moi je les ai premiers les Lakers à 59 victoires. LeBron, je pense, doit avoir la rage de sa saison l'année dernière, de ses blessures, de sa saison un peu pas moyenne, mais dans une équipe très moyenne, qu'il était un peu seul à se battre, à jouer à tous les postes. Et tu ramènes Anthony Davis, qui ici est pas blessé dans son prime. Anthony Davis, c'est un top 5. Ils sont déjà hyper bros tous les deux, à bouffer ensemble, à faire des Taco Tuesday et tout ça. Donc je pense que les Lakers vont vouloir rouler sur leur conférence. LeBron va vouloir rouler sur tous ses matchs. Moi je les mets premiers de conférence parce que quand même, t'as un Big Two qui est colossal. C'est pas les premiers de la ligue, parce que les Bucks auront plus de victoires qu'eux. Oui, parce que là c'était moins fort. Parce que l'Est est moins fort, que les Bucks joueront plus souvent des équipes plus faibles. Du coup, je passe à mon premier. Bah, passe à ton premier, qui est donc les Houston Rockets à 58 victoires. Donc moi, je leur en donne 5 parce que je trouve que l'année dernière, à la main, c'était un Chris Paul. L'année dernière, ils ont eu un retard à l'allumage. Ils sont montés très vite après, mais ils ont eu du mal au début. Et ils ont fait un peu peur au début. Voilà, au début, ils nous ont fait peur. Les 25 premiers matchs étaient mauvais. Et moi, je pense concrètement que j'y crois, ce duo Westbrook-Harden. Je pense que ça a marché. Et quand tu mets 2 des 3 derniers MVP, ça va scorer comme des porcs. Oui. Ça va être indéfendable. Ça va pas défendre, mais ça va scorer. Voilà, c'est un truc de fou. Ça va pas défendre, ça peut défendre. Hein, mais ça va faire des 154, 122, des trucs comme ça. Alors, peut-être pas quand même. Mais en tout cas, c'est clairement pas le basket que j'aime, mais je les mets premier à 58 victoires. Donc moi, entre mon 1 et mon 8ème, on n'a que 10 victoires. Autant te dire que c'est un punaise de mouchoir de poche. Cette conférence ouest. Très dur donc à prévoir. Très dur à prévoir, mais que ça va être un régal à suivre évidemment cette année. C'est sûr. On est plus hypé que les autres années peut-être sur la NBA. Dans tous les sens. Vraiment les stars qui sont là, vraiment réparties. On peut pas dire les Warriors seront en finale. Non, il y a des incertitudes. Bon, à l'Est, il y en a moins quand même. Mais à l'Ouest, il y a des incertitudes partout. À l'Est, les joueurs se sont répartis. Quand même. On a un petit Bucks Philly qui va truster probablement. Ah oui. David Bertens MVP. Exactement, des grosses incertitudes. Bon, on va passer à l'enquête de la semaine. On passe à l'enquête de la semaine. Allez, on passe à l'enquête. Alors concernant l'enquête de la semaine, moi j'aimerais revenir un petit peu sur ce tourbillon, cet ouragan, cette tempête qui agite non pas la Coupe du Monde de rugby au Japon. Alors c'est un typhon. Attention. C'est un typhon. Typhon ? Oui. Un typhon. Je vais vous apprendre quelque chose. Peut-être la différence entre un typhon, un ouragan et un cyclone. On est le géographe. Voilà, même le climatologue en moi. Donc savez-vous la différence, Jules ? Alors, j'aurais dit qu'un typhon, c'est avant tout dans la mer. Très bien, je vais vous le dire car tu me connais. En fait, c'est juste dans l'océan où ça se forme. Non, parce qu'en fait, un typhon, c'est la même chose, c'est le même élément météorologique. C'est juste qu'un typhon se forme dans l'océan Pacifique quand l'ouragan se forme dans l'océan Atlantique, quand le cyclone se forme dans l'océan Indien. C'est tout. D'accord. Mais c'est la même chose. Voilà, évidemment, je n'ai pas répondu à la question pour mettre en valeur les talents de géographe de Monsieur Guillaume. Merci. Et on va pouvoir passer à l'enquête de la semaine, car ce n'était pas ce petit focus sur les ouragans, le typhon, l'enquête de la semaine. Mais savez-vous ce qu'est un typhon? Ça se forme dans l'océan. Il est merde. Indien. Bon, allez. Oui, donc il y a un petit séisme qui remue les relations. Alors, un séisme. Bon, il y a une merde entre la Chine et
Que s'est-il passé? Tout ça à cause de Daryl Morey, le general manager des Houston Rockets, qui le 4 octobre se fend d'un petit tweet sur internet, Twitter qui est un site internet. Ah bon? Oui. Sais-tu ce qu'est Twitter? Où il a soutenu tout simplement les manifestants de Hong Kong. Alors on va pas revenir sur ce qui se passe entre la Chine et Hong Kong, mais les Hongkongais qui manifestent tout simplement pour leurs droits, pour les droits de l'homme, alors que la Chine va avoir plus tendance à faire un peu de répression sur tout ça. Alors Daryl Morey qui tweet un soutien aux manifestants de Hong Kong, évidemment ça met la Chine de travers. La Chine qui n'apprécie pas du tout qu'on remette en question la façon dont elle s'occupe des droits de l'homme, la façon dont elle gère tout ça. Voilà. Et ça va créer un tollé monumental. Le lendemain, James Harden doit s'excuser publiquement. Alors lui, il n'a rien fait. Il est là par hasard parce qu'il jouait en Chine. Il doit s'excuser publiquement. Adam Silver... le dire que historiquement, les Houston Rockets ont une popularité incroyable en Chine. Grâce à monsieur Yao Ming, évidemment. Donc les Houston Rockets, c'est la franchise chinoise. Folie. En Chine. En Chine, c'est une folie, et en Chine, ce qui est une folie aussi, c'est les droits de l'homme. Donc dès qu'on en parle, ça met un peu tout le monde en boule. Adam Silver se retrouve dans une position très très délicate, parce que lui, il peut pas à la fois défendre ce que fait la Chine à Hong Kong, parce qu'on sait que historiquement les États-Unis, c'est le pays qui vient défendre la démocratie, et en même temps, il peut pas non plus encourager Daryl Morey ou le soutenir, parce qu'on sait que la Chine, c'est 10% des revenus de la NBA, c'est des contrats à plus de 5 milliards, etc., etc. Donc il se met dans une situation très délicate. Adam Silver, lui, ce qu'il va dire, c'est que chaque joueur et chaque membre de la NBA a le droit de dire ce qu'il veut. Donc il se met un peu en retrait comme ça, mais la Chine l'a quand même mal pris, hein, parce que tant qu'à faire, voilà. Et dans la foulée, il y avait un gros Lakers-Nets qui se passait en Chine, 2 rencontres à Shenzhen et à Shanghai. Où Kyrie s'est pété la gueule, fracture du visage. Ouais, sympa. Pour le voir tout de suite. La Chine a promis tout simplement qu'il y aurait un blackout concernant le match, qui ne serait pas diffusé. Les affiches dans les villes ont été retirées. Encore dans la foulée, les 11 sponsors chinois de la NBA se sont retirés, dont Tencent, qui était le diffuseur officiel de la NBA en Chine, qui avait un contrat à plus de 1,5 milliard de dollars, qui s'est retiré. Comment est-ce qu'on va payer le salaire de John Wall, hein? Comment va-t-on payer John Wall? C'est la grande question qui agite actuellement. 40 millions pour glisser dans sa cuisine, il va falloir des sponsors. Hein. Derrière, il y a même d'autres sponsors, des sponsors néerlandais qui se sont retirés par crainte d'un boycott du marché chinois. Néerlandais, ça s'appelle Clear, c'est une branche d'Unilever. En fait, ils donnaient 25 €. Oui, je crois, par mois. Ils payaient des béquilles à John Wall. Ah oui. Mais il faut comprendre leur réaction, parce que même Nike, pour l'instant, n'a pas réagi en attendant que ça se tasse un petit peu, mais eux, ce qu'ils vont se dire, c'est que, bon écoutez, d'accord, la NBA, ça nous rapporte beaucoup, mais la Chine nous rapporte plus. Si la Chine se met à nous boycotter parce qu'on défend la NBA et que la NBA a critiqué la gestion de la Chine de l'affaire de Hong Kong, nous, par précaution, on va se retirer. Et donc il y a tout ça qui est très craintif. Un peu le baromètre de cette situation, c'est Hook Jin, qui est le rédacteur en chef du journal nationaliste Global Times, qui est très très averti de ce qui se passe dans les plus hautes sphères de la société chinoise. Le lendemain, il a tweeté « Daryl Morey n'est pas qualifié pour être le manager général des Rockets. Les entités économiques et culturelles qui s'engagent dans des opérations au-delà des frontières doivent être prudentes dans l'expression d'opinion des affaires sensibles. » Donc clairement, il a mis un petit rappel à l'ordre à la NBA, il a voulu calmer tout le monde. Mais ce matin, il y a quelques heures, tout a un peu changé. Les journaux n'en parlaient quasiment plus. Et le fameux Hook Jin, le rédacteur en chef du Global Times, a dit qu'il voulait faire baisser la pression, parce qu'on sait bien que dans les deux parties, les enjeux financiers sont colossaux. Alors non, on n'est plus dans les ouragans. Mais les enjeux financiers sont colossaux. Adam Silver a eu très peur, évidemment, que les 10% des revenus de la NBA s'écroulent, sachant qu'il était prévu d'être à 20 ou 30% en 2030. C'est un peu le futur de la NBA, la Chine. Bon, après, c'est Houston qui a parlé. Je pense pas que Daryl Morey parle au nom de la NBA. Ah bah non, mais la Chine l'a pris comme ça. 11 sponsors se sont retirés de la NBA. Oui, mais ils sont pas très... Les 11 sponsors... Tencent, c'est le diffuseur de la NBA en Chine. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont un peu cons. Ah bah non, mais c'est la Chine. C'est pas parce que les Rockets disent ça que... Ah bah moi, je défends pour... Oui, non, mais d'accord. Non, mais j'explique la situation. La NBA a aussi annulé toutes ses conférences de presse en Chine pour éviter que les joueurs et les entraîneurs soient dans une situation de merde où on leur pose des questions et qu'ils aient à réagir. Donc depuis ce matin, la situation est à l'apaisement, mais hier encore, tout le monde avait très peur de ce que ça pouvait devenir, et notamment Adam Silver qui a un peu mis beaucoup de billes sur l'avenir de la NBA en Chine. Et comme tu le dis, en plus les Rockets, c'est la franchise populaire là-bas. Je te propose qu'on passe au petit débat de la semaine. Le débat de la semaine. Alors, pour ce débat de la semaine, on va parler un peu de foot de l'Olympique Lyonnais. Alors, s'il y a des survivants du match de dimanche soir, alors je pense que les gens dorment encore hein, oui. Face à ce derby mais sensationnel, horrible. C'est-à-dire qu'il y a
4 fois plus de fautes que de tirs. C'était une horreur absolue, mais j'ai envie de dire le match comparé au scénario du match. Voilà, et puis comparé au match de Leipzig où on met 2 buts sur des comptes favorables, tout le monde s'est emballé en match référence. C'était pas du tout un match référence, c'était une horreur. C'était une victoire référence, c'était pas un match référence. C'était une horreur. Donc Silvinho est logiquement écarté. Voilà, après un bilan catastrophique et un jeu qui ne colle pas du tout avec le jeu à la lyonnaise. Je crois qu'il a foutu. Il a commencé à être hyper offensif des 6-0 avec taper Monaco, puis après 5 derrière, personne ne monte. Ouais, puis en plus, dans le milieu, aucune transition. Ton meilleur joueur Adélaïde sur le banc, ton meilleur buteur Dembélé sur le banc. Non, mais c'est vrai que personne n'a compris ce qu'il foutait. Voilà, et le monsieur voulait se faire virer. Bah oui, moi je veux bien que si encore il mettait les meilleurs joueurs, il y aurait eu des fêtes difficiles. On dit qu'il faut du temps pour un nouveau club. Ok, mais là il faisait n'importe quoi. Mais moi, Dembélé sur la pelouse, quoi. Martin Terrier est très gentil, mais c'est pas pareil. Non, mais voilà, bon, c'est assez incompréhensible. Donc Jean-Michel Aulas a lancé la procédure de limogeage de Silvinho. C'est pas encore fait, donc pour l'instant il n'y aura pas de nouvel entraîneur annoncé parce que c'est Baticle qui va prendre. C'est Baticle qui prend l'intérim et parce qu'ils sont encore en train de négocier les indemnités de Silvinho. Alors on se retrouve de 4 millions d'euros, ce qui correspondrait à la somme de ses salaires jusqu'à la fin du bail. Bah, en même temps, c'est comme ça. C'est bien, premier club, 3 mois de boulot, 4 millions d'indemnités. En même temps, là c'est logique. Hein. C'est un salarié. La Jardim. Hein. Oui, c'est un salarié qui a signé un contrat. S'il est oui, non, mais normal, d'accord. Bon, Aulas, évidemment, il dit que généralement les indemnités sont souvent baissées par rapport à ce qui est prévu, donc ils sont en train de négocier tout ça. Bon. Mais surtout, qui va le remplacer? Coulisses, on cherche un entraîneur. Alors, Aulas était hier soir invité chez l'équipe, on a pu apprendre plein de choses. Il nous a parlé d'échanges SMS avec un grand d'Europe déjà. José Mourinho. Qui viendra pas. Il a dit c'est gentil mais j'ai mieux. Voilà, puis globalement. Puis de toute façon c'est trop cher. Oui, et puis de toute façon c'est chiant. C'est pas ce que ça peut donner. Est-ce que c'est le Mourinho de Porto qui va gagner la LDC ou est-ce que c'est le Mourinho de Manchester qui se fait chier dessus par ses joueurs Bon, en tout cas Mourinho ça ne nous régalait pas. Ce qui est pour l'instant le plus probable, ce serait Laurent Blanc. Ce serait très bien. Mais il y a un gros point d'interrogation, c'est Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset qui est pas très chaud, Laurent Blanc qui est pas très chaud pour ne pas avoir Jean-Louis Gasset, Aulas qui est pas très chaud parce que Gasset a entraîné Saint-Etienne l'année dernière. Donc ce qui bloquerait en ce moment ce serait plutôt Jean-Louis Gasset, savoir ce qu'on fait de lui, et puis Blanc n'est pas sûr de ce qui adviendra de sa relation avec Juninho, parce que Blanc aimerait aussi avoir un peu les goals du recrutement et tout. Donc Blanc c'est probable parce qu'on sait que déjà à l'intersaison dernière il était dans les petits papiers. Est-ce qu'il y a des discussions? Il a rencontré Juninho. D'accord. Donc voilà, il y a le question de Gasset. Laurent Blanc a acheté un logement sur Lyon l'intersaison dernière, donc il n'aurait pas de souci à ce niveau-là. Moi, on m'a dit aussi qu'il y avait peut-être une possibilité Ghislain Printemps. Alors, je crois qu'on a aussi approché René Girard, qui cherche un dernier challenge. Non, mais alors la piste la plus chaude évidemment, donc c'est Laurent Blanc. Moi, ça me plairait beaucoup. J'ai entendu parler de Jocelyn Gorenec. Ça m'enchanterait pas trop, ça. Ah bah je peux te dire, ce dont on parle. Il y a Rudy Garcia qui revient de plus en plus parce que Blanc ça se refroidit. En dessous de Blanc, Rudy Garcia. Ah bah clairement. Moi ça me fait pas rêver. On a vu toutes ses limites à Marseille, qu'au bout d'un moment il est dépassé par les jeunes. Bon alors, Sampaoli, on a parlé de Sampaoli, mais Aulas ne serait pas trop chaud pour un entraîneur étranger. C'était le premier entraîneur étranger de son histoire, Silvinho. Ça l'a pas mis en confiance. Et Sampaoli, bon c'est pareil, c'est un peu incertain. Ça doit être cher. Ça doit être cher. Bon, je pense qu'il cherche du boulot aussi, Sampaoli. Hein. Oui, mais bon, ça dépend à combien il le cherche. Antoine Comboiré a été évoqué, mais ça me terrifie. René Girard n'a pas été évoqué, mais bon, Roland Courbis et Girard sont toujours dans les petits papiers. Avec Frédéric Antonetti. Je sais pas s'il y a un limogeage à Toulouse, ce sera un des trois. Hein. Ah bah il y a un limogeage à Toulouse. Hein. Casanova était bien. Oui, il était bien. Bon bah ce sera un des trois. Je l'annonce d'avance. Entre Antonetti. Ah non, on a peut-être Gourvenec aussi. Courbis, Comboiré, Girard ou Antonetti. Gourvenec, je vois bien faire sa saison SCFC. Ah non, il peut aller à Toulouse. Bon voilà. Et puis il y a aussi la grosse cote, mais ça peut finir comme ça, Baticle qui reste en poste. Oui, bon, ça ce serait bien un coup à la lyonnaise. Hein. Ce serait un coup à la lyonnaise. Mais j'ai pas l'impression. Non, parce qu'Aulas a déclaré qu'il voulait un entraîneur offensif, expérimenté, qui s'inscrit dans la durée. Bon, il veut l'entraîneur parfait quoi. Oui. Mais il veut remontrer il veut de l'ambition, je pense. Donc, parce qu'avec Silvinho, c'était un petit peu un aveu de non-ambition. Ah ouais. Les derniers matchs de Lyon, c'était une purge. C'était une purge, et puis c'était pas un grand nom, c'est son premier challenge, donc c'était Aulas, on est pas trop cher, on tente un coup. Là, je pense que Aulas veut se racheter aussi. Et Blanc, ce serait quand même le top quoi. Ah ouais, Laurent Blanc, ce serait très bon. On espère ça. Donc on a dit Mourinho ça marchera pas. Rudy Garcia, parce que Blanc, comme ça se refroidit un peu, c'est Garcia qui revient devant, mais Garcia ça me fait pas du tout rêver. Ça va, moi.
J'aime bien Garcia, c'est offensif moi Garcia. Ouais, c'est offensif. Je pense qu'il y a une limite dans la gestion des jeunes et Lyon, c'est quasiment que de la gestion de jeunes. Memphis Depay, je sais pas si t'as vu, il a fait un match monstrueux hier soir contre l'Irlande du Nord. Ouais, mais de toute façon, Memphis Depay, il fait que des matchs monstrueux avec la sélection. Et il a dit qu'il était très triste en zone mixte. Il a dit que c'était pas de la faute de Silvinho, que c'était de la faute de l'équipe, qu'il se sentait très mal pour Silvinho, qu'il regrettait un peu la façon dont les choses se sont passées, qu'il était mal à l'aise de cette situation. Donc les joueurs qui semblaient être au final plutôt derrière Silvinho. Moi, ça sent le discours de surface. Oh, je sais pas, parce que Anderson aussi, bon, Joachim Anderson, c'est pas le taulier du vestiaire. Lui, il peut fermer sa gueule. Mais il a mis un petit tout, il a dit merci. Ouais. Je suis pas sûr que Silvinho lui dise merci. Bon, voilà, donc c'est une situation qui devrait se régler avant le match contre Dijon, j'espère, le 19 octobre, il me semble. C'est pas sûr, ça. Ça peut être Baticle face à Dijon. Si c'est Baticle, ça va être clairement une école Genesio avec encore moins de défense, à mon avis. C'est possible. C'est l'entraîneur des attaquants, on a Cassapa en défense. On a Claudio qui, depuis qu'il est arrivé, c'est la merde. Globalement, toujours été un peu la merde. Oui, on a une époque Chris Cassapa, c'était autre chose que ce qu'on a maintenant. Hein. Depuis que Cassapa est passé de l'autre côté du banc, c'est pas la même limonade. On a notre petite théorie là-dessus. Que Lyon chie depuis l'arrivée de Cassapa, globalement. C'est possible. Je sais pas d'où on sort ça, mais tu pourras les défendre. Après 8 bières. Donc voilà, bon, c'était pas vraiment un gros débat, mais c'était un petit point sur où est-ce qu'on en est côté lyonnais. Et je pense qu'on aura un plus gros débat à avoir une fois que l'entraîneur sera nommé. Et une fois qu'on aura vu ce match contre Dijon. Je suis d'accord. Et on va pouvoir conclure ce petit time-out avec le petit tour du monde, les infos en bref, tout ce qu'il y a à dire qu'on n'aurait pas dit. Donc tout d'abord dans cette info en bref, la petite anecdote de la semaine un peu croustillante. Après la victoire de Victor Pérez. Exactement. Celle-ci est beaucoup plus drôle. Elle nous vient d'une petite source, d'un certain Gino, qui m'a alerté sur le fait que Peter Cech, l'ancien gardien tchèque de Chelsea et d'Arsenal, sosie de Bogdan Bojanovic. Exactement. Qui a arrêté sa carrière et qui est maintenant hockeyeur professionnel. Il a signé au Guilders Phoenix, c'est un club anglais. Donc voilà, à peine en retraite, il rechausse les patins. Alors que bon, un mec qui prenne sa retraite à 33 ans, qui fasse 8 mois de beach soccer et qu'après il aille en vacances, d'accord. Mais Peter Cech, qui a quel âge? Bien 38 balais en tête. Ah oui, j'aurais bien dit 38-39, qu'il aille se faire du hockey, qui est un sport hyper physique et tout. Bah il sera au goal là. Ah oui, d'accord, oui, ok. Bah oui. Ah bah oui, d'accord. Il joue pas, d'accord. Hein. Non mais je me demandais. Non, il aura moins de surface à couvrir hein, sur les buts normalement. Bon, c'était un très bon gardien, Peter Cech. Ah bah c'est un super gardien. Oui. Mais bon, c'est rigolo quoi. Oui, c'est rigolo. C'est rigolo. La petite info aussi, c'est le crunch, le France-Angleterre en rugby qui n'aura pas lieu, il va avoir lieu demain matin. Et vous savez tous pourquoi maintenant? Parce qu'un typhon s'est formé dans l'océan Pacifique. Donc on ne répète pas ce qu'est un typhon. Océan Pacifique. Exactement. Bah c'est triste parce que du coup on finit deuxième par un peu on était forcé. L'Italie a été éliminée sans jouer aussi. Bon. Bah non mais c'est dégueulasse. Je trouve que c'est dégueulasse. C'est pas de leur faute, ils vont pas jouer avec 250 km/h. Bah non mais bon. Comme déjà qu'on n'arrive pas à faire nos champs. Parce qu'avant le crunch on a quand même failli se faire taper par les Tonga. Hein. D'accord. C'était très très chaud dimanche. Non mais bon du coup on n'a pas notre chance. Et puis c'est un match en voir. Mais comme a tweeté Pierre Ménès. Oui mais du coup c'est mieux pour nous parce qu'on joue pas l'Australie, on joue les Pays de Galles. Pays de Galles, ouais. C'est mieux que l'Australie. Ouais mais moi j'aurais aimé voir un crunch. Ouais bah oui. Et il y a eu un petit tweet de Pierre Ménès qui m'a plu, qui a dit bon quelle super idée d'organiser des mondiaux à Doha et d'organiser une Coupe du Monde au Japon en pleine saison des typhons. C'est vrai qu'à un moment c'est dégueulasse que tu te retrouves à devoir annuler des matchs alors qu'on sait que tous les ans au Japon il y a des typhons. Non, il y a pas tous les gens au Japon des typhons. C'est la saison des typhons. Oui mais bon non, la saison des typhons au Japon elle est entre juin et octobre, bon on est fin octobre. Ah, c'est la saison des typhons. Oui mais bon c'est encore Doha c'est compréhensible, après là c'est un événement météorologique. C'est hors de la portée. Ouais, mais alors à ce moment-là, tu réadaptes le règlement parce que c'est dégueulasse que l'Italie soit éliminée sans jouer. Oui, mais ils jouent les Nouvelle-Zélande. Ouais, d'accord, mais bon, c'est quand même dégueulasse. Après, à ce moment-là, on joue plus les matchs et par rapport à l'effectif. D'accord, après, ils ont pas le choix. Il y a quand même des dates à tenir parce que les joueurs peuvent pas arriver en club trop tard. Ouais, je sais pas, ils jouent ça sur un bout de terrain, un match de 5 minutes, le premier marqué un point à gagner. Ah oui, c'est beaucoup plus équitable. Au moins un truc où t'as ta chance, quoi. Enfin, bon. On lance le ballon en l'air, le premier qui le rattrape à gagner. Et on finit par la petite balle jaune. La petite balle jaune, le Master 1000 de Shanghai, voilà. Avec ma théorie selon laquelle la nouvelle génération... Non, c'est pas ma théorie mais... à la con. Non, c'est pas une théorie à la con, mais... Si. Non, mais en demi-finale, oui. Là, on a quand même Djokovic qui a sorti... Qui s'est fait sortir. Qui s'est fait sortir par Tsitsipas, Alexander Zverev... Mais qu'est-ce qui se passe? Qui a sorti Roger Federer il y a 10 minutes, Dominic Thiem qui a probablement... Bon, Dominic Thiem on n'est jamais sûr, mais qui a probablement battu Matteo Berrettini, et Medvedev. Ce serait quand même un quatuor en demi-finale. Je pense pas qu'on ait pas vu de Djoko, Federer ou Nadal en demi de Master 1000 depuis longtemps.
Ouais, je te parlais de Cincinnati il y a un an. Il n'y avait pas un Djoko qui traînait? Non, ou un Nadal? Il y avait Dimitrov, Kyrgios, Zverev et Goffin, je crois. Goffin. Donc bon. Ouais. Après, ça reste un Masters 1000 où déjà il n'y avait pas Nadal. Oui, d'accord. Fin de saison, donc bon. Bon, symboliquement, c'est joli d'avoir ces Si, j'ai trois-là. envie de te dire, le Masters 1000 de Bercy, il y a rarement. Ah oui. Federer, Djokovic, Nadal. Hein. Quand t'as Krajinovic et Kramnik contre Jack Stock. Non, bah symboliquement, c'est quand même sympa de se dire que Tsitsipas tape Djoko et que Zverev tape Federer dans la même journée. Je pense qu'on peut tout de suite remettre les pendules à l'heure. Ce n'est jamais sympa de se dire que Federer a gagné, a perdu. Ah non, mais moi ça me déchire. Et sinon, les Français ont fait un four complet. Les Français ont fait un four. Mladenovic qui est sur une bonne série à Linz en Autriche. Voilà. Qui joue Alexandrova en quart là tout à l'heure. Ça reste un petit tournoi. C'est un tout petit tournoi. Mais les Françaises, Cornet aussi avait fait des bons matchs. En tout cas, à Shanghai, bon, Richard s'est fait ouvrir par Goffin. C'était horrible. Pouille a perdu contre un mec que personne ne connaît. Oui, je me reviendrai pas. Je sais plus contre qui. Je sais plus contre qui il a perdu, Pouille, mais. Andy Murray a perdu contre Fonini. Ouais, il a dit qu'il serait à l'Open d'Australie, Andy Murray. Bah, il retrouve un niveau de jeu qui est quand même correct. Hein. Ouais. Honnêtement, ces 2-3 matchs que j'ai vus, c'est évidemment poussif parce qu'il faut qu'il se remette quand même les jambes à l'endroit, le pépère, mais c'est sympa. Elles étaient à l'envers. Oui. Ah non, pardon. Pouille, il a perdu contre Isner. Ça va. Ah oui. C'est une défaite honnête. Et mon fils qui a été sorti par Urkash. Il fait chier tout le monde. Ouais. Typiquement le tennisman qui fait chier tout le monde, Urkash. On est d'accord. Bon bah, ça me paraît bien pour ce time out de cette semaine. On vous dit à la semaine prochaine. Ouais, je pense qu'on peut se dire time out. Time out.